Merci, bonsoir à tous. Donc, vous avez bien compris, l'auteur est là. L'auteur est là et grâce à lui, on va oublier pendant quelques temps, et le temps d'habitude, comment dire, Donald Trump, par exemple, Los Angeles, la dissolution d'Afrique, et même aspect, puisque en fait nous sommes complices l'un et l'autre au conseil d'administration d'Aspen France, on s'est vu d'ailleurs ce matin, et on va, grâce à Jean-Christophe, partir avec tendresse et élégance dans les souvenirs d'un homme qui perd son père. Et c'est une démarche que j'ai trouvée très, à la fois tout à fait courageuse, parce que c'est un moment que la plupart d'entre nous avons vécu déjà, et c'est un moment, bien évidemment, où la vie tout à coup se transforme en kaléidoscope, et au centre de ce kaléidoscope, la plupart du temps, on y est soi-même. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a touché dans la démarche de Jean-Christophe, c'est en fait cette obligation à certains moments de la vie, et certainement à ce moment-là, de se regarder soi-même et de faire non pas un bilan au sens philosophique ou intellectuel ou académique ou professionnel du terme, mais en fait un bilan de qui on est par rapport aux racines et par rapport aux ambitions qu'on a pu avoir et qu'on a ou non satisfaites dans la vie. Donc Jean-Christophe, le personnage central de ce livre, en fait, c'est toi. On peut dire comme ça. On peut le penser. On peut le penser. Mais peut-être avant de commencer la conversation, je voudrais d'abord te remercier très vivement, Christine, d'avoir accepté d'organiser cet échange. C'est vrai qu'habituellement, comme tu l'as dit, on est beaucoup plus dans des échanges de nature géopolitique. Et moi, avec beaucoup d'humilité, et toi, avec beaucoup de professionnalisme. Et beaucoup et de même que on peut effectivement penser que le personnage principal me ressemble beaucoup. On peut le penser, on peut le vérifier d'ailleurs. Mais en fait, le vrai personnage, c'est ta mère. C'est intéressant. Il n'y avait pas pensé. C'est intéressant parce que effectivement, le livre se termine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'amis, enfin ceux qui me connaissent bien, m'ont dit, parce que je traînais sur l'écriture de ce livre, non seulement parce que je suis un peu paresseux et je procrastine beaucoup, mais c'est aussi parce que beaucoup d'amis m'ont dit, tu ne termineras jamais ce livre aussi longtemps que ta mère sera là. Or, j'avais rien à cacher, mais c'est vrai qu'effectivement, ma mère est morte il y a 2 ans, à 94 ans, et que ce livre qui était sur mon bureau depuis plus de 10 ans, tout d'un coup s'est terminé 2 mois après, et que j'ai trouvé voilà, comment le terminer. Donc effectivement, elle est probablement un personnage central, mais qui n'apparaît pas beaucoup, mais qui apparaît probablement de façon assez forte, et qu'effectivement le titre est la semaine où j'ai enterré mon père, mais finalement le père n'est qu'un prétexte finalement pour écrire, pour avoir l'écriture de ce livre. Et donc le père naturellement est très présent, joue un rôle important, mais je pense qu'en fait, pour aller au-delà d'un cas strictement personnel, parce que en aucun cas j'aurais eu la prétention d'écrire un livre me concernant, c'est quand même beaucoup le cas. Oui, mais ce que j'ai voulu peut-être partager, c'est cette question qui est lancinante à travers tout le livre, et qui est ce tiraillement, ce dilemme entre l'enracinement et l'envol. Et enfin, pour dire quelques mots, c'est que donc le narrateur apprend la mort de son père, quelqu'un qui vit un petit peu à droite et à gauche, et rentre dans sa petite ville de province pour aller enterrer son père. Et au cours de cette semaine se produisent un certain nombre de faits, d'échanges, de conversations, où finalement il prend la mesure d'un certain nombre de trajectoires improbables de son existence.
Et, euh, et surtout la question fondamentale de ce dilemme qui le tiraille et qu'il a du mal, sur lequel il a du mal à trouver un point d'équilibre entre l'enracinement et l'envol. Parce que l'auteur, en l'occurrence, vient d'une famille très ancrée depuis des siècles en Alsace, de notables, euh, et, euh, et donc il a cette espèce d'enracinement et d'ancrage moral, ce sentiment qu'il doit poursuivre cette lignée. Et, euh, et en même temps, il a sa propension personnelle qui est plutôt de se tourner vers le vaste monde, de s'intéresser aux affaires du monde. Et pendant plus de 20 ans, il pendule d'une certaine façon entre son, sa loyauté à cet attachement familial et à poursuivre cette lignée, et sa volonté aussi d'être lui-même. Et donc, effectivement, pendant 20 ans, il a cette espèce de sentiment de flotter entre deux dimensions complètes. Et finalement, la mort du père, à travers un certain nombre de choses, pour ceux qui liront le livre, comprendront mieux, euh, à travers donc à la suite de ce décès, ils se sentent finalement libérés de cette obligation morale de pourrir. Et là, il ne pas dire il coupe un peu avec ses racines, puisque au contraire, c'est un petit peu le message du livre, c'est que aujourd'hui, la tendance beaucoup à opposer le local et le global. Souvent, même en termes politiques, aujourd'hui, le clivage n'est plus tellement entre la droite et la gauche, mais il est plutôt entre ceux qui sont ancrés dans un territoire, dans une histoire, dans une culture, et qui est un peu monolithique, et puis ceux qui sont plutôt les citoyens globaux, qui parlent des langues, qui ont la capacité de trouver des jobs à droite et à gauche, et qui, d'une certaine façon, perdent leur enracinement. Et donc, ce sont deux tribus, d'une certaine façon, qui se toisent, et qui sont souvent dans une relation très conflictuelle. Et le message du livre, et c'est ce que l'auteur découvre finalement lorsqu'il décide effectivement d'une certaine façon poursuivre ses propres aspirations, c'est que ça n'est pas l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'on a tendance à opposer le local et le global, ou l'enracinement contre des personnages un peu des volapük cosmopolites, et qu'en fait, je pense que le gentilhomme ou le citoyen engagé du XXIe siècle est celui ou celle qui a la capacité de combiner de façon harmonieuse à la fois l'ancrage et l'engagement global. Cela dit, dans ton livre, on en apprend beaucoup plus sur l'enracinement, les deux familles, les systèmes de filiation, euh, le drame du frère. Et en fait, moi, je n'ai pas ressenti tellement ce contraste auquel on est tous sensibles entre ceux qui sont ancrés et ceux qui se promènent. Ce que j'ai compris, me semble-t-il, c'est que l'enracinement et le déracinement ont beaucoup moins d'importance que l'obligation de la transmission. Et j'imagine que tes propres enfants en seront ou en sont déjà les premiers lecteurs. Oui, absolument. Mais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre a été écrit sur quasiment 12 ou 15 ans, avec des notes prises à droite et qu'en fait, pendant très longtemps, j'étais beaucoup plus dans cette notion de l'enracinement et de la transmission. Et, euh, et qu'en fait, ça n'est que plus tard et plus récemment que j'allais m'étant d'une certaine façon libéré de cette transmission et de cet enracinement. Ça apparaît peut-être moins dans le livre, mais en tout cas, c'est ce qui m'importe moi le plus, c'est effectivement de dire que il faut pas, on ne doit pas être condamné à choisir entre l'un et l'autre, que ça peut être l'un et l'autre. Et c'est ce que effectivement j'ai appris après, quand je suis parti notamment vivre à New York ou à Berlin ou ailleurs, c'est que j'avais le sentiment qu'il y avait dans nos environnements, enfin dans nos sociétés, des gens qui étaient profondément ancrés dans leur réalité, dans leur terroir, dans leur culture ancestrale, et puis ceux qui étaient un peu, effectivement, qui flottaient, et que, effectivement, ces deux groupes avaient tendance à la fois
à s'ignorer, et voire surtout à se mépriser, et qu'en fait, je pense que l'une des grandes obligations de nos responsables politiques ou de nos sociétés est d'essayer de trouver ou de voir comment on peut réconcilier ces deux communautés et de ne pas les antagoniser. Et donc, si c'est un roman, admettons que c'est un roman, cette idée donc de résoudre le conflit tel que tu le décris entre les enracinés et les déracinés, entre les immobiles et les mobiles, les permanents et les flottants, en fait, tu as résolu, toi, cette question, mais tu l'avais résolue avant même la mort du père, dont tu dis que c'est le moment, en fait, d'introspection obligatoire, et la mort de la mère, qui est le vrai déclenchement de l'exercice d'écriture. Le vrai déclenchement de l'écriture, c'est quand même la mort du père. C'est à partir de là que j'ai eu envie d'écrire ce livre. D'abord parce que il y a ce quiproquo, on va peut-être pas entrer dans le détail, mais les 20 premières pages sont assez inattendues. C'est-à-dire que le narrateur apprend la mort de son père alors qu'il est à quelques minutes d'un entretien extrêmement important, déterminant pour sa vie professionnelle, à 2 pas d'ici, à l'hôtel Lutetia, et d'un rendez-vous qu'il attendait avec quelqu'un qui vit à Singapour, qui s'appelle Kishore Mahbubani, qui est un très grand acteur sur la scène internationale, et à l'époque, je travaillais à la Banque mondiale et j'avais un projet que je voulais lui soumettre. Et Kishore était de passage à Paris, il était ce jour-là extrêmement occupé. J'avais réussi à obtenir 30 minutes d'entretien avec lui au Lutetia. Et donc je m'étais préparé pendant tout le week-end, j'avais des personnes, j'avais pris des bonnes tisanes, pas d'acétamine, mais encore à la mode. J'étais allé marcher au Jardin de Luxembourg, etc., etc. Et j'avais eu mon réveil 2 heures avant le rendez-vous, alors que j'habitais à 4 minutes et demie du Lutetia. Et puis, patatras, le réveil n'a pas sonné. Enfin, si, le réveil a sonné, mais je l'ai pas entendu. Donc c'était quand même une sorte de tact manqué, parce que ce rendez-vous avec Kishore Mahbubani devait me mener pour un projet très important, un projet professionnel auquel j'étais très attaché en Asie. Et le réveil ne sonne pas. Et donc là, enfin, il sonne. Et donc je me réveille à 8h02, alors que je devais être à 8h au Lutetia. Donc je me rue pour m'habiller, en me disant je peux arriver à 8h10 au Lutetia, il va me rester 14 minutes. Et qu'est-ce que je peux inventer évidemment, je dis qu'est-ce que je peux inventer pour que Kishore ne me prenne pas pour un charlot en se disant. Donc là, on a compris qu'on n'est plus dans le roman, on est dans le reportage. Et en fait, le téléphone sonne là, et je vois que c'était le numéro de téléphone de chez mes parents, et donc ma mère m'appelait pour me dire que mon père était mort. Et là, tout d'un coup, et donc, je suis à la fois interloqué, et en même temps, je dis, il y a Kishore qui m'attend au Lutetia, et il faut que je file, et je peux pas, et donc j'essaye dans 2 minutes, mais enfin, comment dire à sa mère, qui vient de perdre le compagnon de 55 ans d'existence, qu'il y a quelqu'un qui m'attend au Lutetia, c'est pas difficile, donc j'essaye en 3 minutes, et de lui dire, voilà, j'arrive, je prends le prochain avion, et puis je repars en me disant je vais essayer d'appeler Kishore, et là retéléphone, et donc c'était le secrétariat de Kishore Mahbubani qui lui dit il nous attend au Lutetia, et là tout d'un coup je dis je suis désolé, mais je viens à la fin de la mort de mon père, et donc j'avais l'impression d'être un horrible menteur, mais j'avais en fait mon excuse en or pour ne pas être là, et donc oui, alors, c'est à peu près comment dire, c'est assez massif comme. Et donc le secrétariat Mahbubani commence à fondre en excuses, avec des mots de condoléances, et moi je continuais je me sentais horriblement menteur, et donc tu n'as pas eu le job alors. Alors, du coup, je l'ai revu Kishore, je crois que 10 ans après, et je lui dis, écoute, il avait oublié entre-temps, mais je lui dis, je te promets que le jour où le livre sera publié, je te l'enverrai et tu comprendras ce qui a pu se passer. Donc, ce quiproquo, de certaine façon,
m'a amusé et en même temps j'ai trouvé très singulier. Et c'est peut-être ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Et puis il y avait aussi effectivement peut-être cette façon de, comment dire, de me débarrasser en fait entre guillemets des oripeaux, de cette lourdeur, de continuer la lignée familiale et de notables, etc. Auquel j'étais du reste extrêmement attaché, parce que c'était des gens bien, c'était des gens Mais que tu perpétues d'une certaine manière. Oui, enfin, je perpétue, non, parce que comme les dernières pages du livre montrent bien que, à la suite de la mort de la mère, et que, on liquide toutes à la fois les maisons, en Alsace, en Franche-Comté, qui sont là, qui ont été le théâtre de la vie et du narratif de l'auteur depuis des siècles. Et qu'après ça, finalement, il se dit, voilà, je veux me libérer et être moi-même et ne plus être dans cette espèce de continuité, d'autant qu'en plus, je dirais, tout cet environnement familial s'était plus ou moins effondré avec le 21e siècle où les gens parlent de direction, etc., etc. Il y a deux figures littéraires extrêmement pesantes dans ce livre, et qui sont les figures littéraires de ton père, enfin celles qu'admirait ton père, donc Monterland, ce qui n'est pas franchement l'auteur le plus fun. Merci Victoire, le plus fun. Mais plus sérieusement, ça veut dire quand même une empreinte paternelle très sévère, enfin très rectiligne, très austère. Encore une fois, je te connais moins bien que la plupart de tes amis qui sont ici, mais l'austérité ne me semble pas nécessairement être ta caractéristique première. Donc Monterland, tu en parles beaucoup dans le livre. Et bien sûr Romain Rolland, qui est un auteur à mon avis trop méconnu, mais qui est la raison de ton prénom. Et donc est-ce que l'histoire de ce prénom t'a préoccupé et te préoccupe encore? Préoccupe, non, mais alors pour revenir sur Monterland, c'est vrai qu'il y a à la fois la veine sacrée dans cette littérature, il y a le théâtre, jansénisme, mais il y a également une veine très profane, avec les jeunes filles, un roman très léger, et donc j'ai surtout retenu de cette passion que j'ai eue quand j'avais 20 ans, et qui m'est passée d'ailleurs depuis, mais qu'il y avait cette espèce de mouvement de balancier chez Monterland, entre une veine très austère et puis une veine très profane et très légère. Et c'est peut-être ce que mon père m'a transmis le plus important, c'est ce sens effectivement de balancier de l'existence et que l'on peut effectivement appartenir, comme je disais tout à l'heure, aussi bien au global qu'au local, que on peut être également dans l'austérité comme on peut être dans une certaine forme de légèreté. Mais ce qui est intéressant, c'est le personnage de Romain Rolland. Et c'est peut-être là où j'ai nourri beaucoup dans la pensée de Romain Rolland, qui a été quand même dans l'entre-deux-guerres un des plus grands penseurs européens, qui a commencé très proche de Stefan Zweig, très engagé sur la paix. Et j'ai trouvé chez Romain Rolland effectivement une grande source d'inspiration sur l'Europe, sur l'engagement européen, qui a été pour moi mon engagement avec l'autre personnage, je pense, clé de ce livre, qui est effectivement mon grand-père, un homme d'origine très modeste et qui a porté l'uniforme français pendant 10 ans de sa vie. Il a fait partie de cette génération qui était assez âgée pour aller faire la Première Guerre mondiale et encore assez jeune pour la Seconde. Et donc, qui était parlementaire en Alsace et donc qui a été expulsé pendant la guerre, etc., etc. Il a passé 10 ans de sa vie porter effectivement l'uniforme français pour lutter contre ce qu'on appelait à l'époque les Boches, et qui malgré tout, dès le lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et quand il est revenu en Alsace, a consacré tout le reste de sa vie à la réconciliation franco-allemande et à la construction européenne. Et donc il a été un peu une source d'inspiration. Et d'ailleurs, je dis à un moment donné dans le livre que vers l'âge de 20-25 ans, j'ai fait une sorte de transfert de père, c'est-à-dire que mon grand-père était devenu finalement
et j'avais quasiment des discussions posthumes avec lui, puisque je l'ai finalement très peu connu, mais enfin, à 20 ans, on est peut-être en quête d'engagement, et il y avait effectivement chez lui un grand sens de l'engagement pour l'Europe, pour la paix, pour la réconciliation, alors que la génération d'après, ceux qui étaient nés juste après la Première Guerre mondiale, étaient plutôt des hédonistes. Oui, enfin, peut-être. Mais cela veut dire aussi que par rapport à son grand-père, donc à la fois méconnu et intimement aimé, c'est comme ça que tu t'engages auprès de Pierre Finelin, si j'ai bien lu, et qu'en fait, tu te déracines. C'est le paradoxe de cette forme-là de filiation. Oui, parce qu'il y avait quand même une filiation, effectivement, avec l'engagement de mon grand-père, mais il y avait surtout cette découverte à 20 ou 25 ans de la construction européenne, qui aujourd'hui est vue de façon très différente, mais enfin, dans les années 80, c'était réellement une nouvelle frontière. Et puis, j'ai eu la chance, effectivement, comme étudiant, on m'a demandé d'être le gratte-papier de Simone Veil pendant les élections européennes. Et là, j'ai découvert, enfin, j'ai eu envie, effectivement, de dépasser ce cadre d'un environnement alsacien très ancré, pour lequel j'avais le plus immense respect, mais je me voyais beaucoup plus vers d'autres frontières. Bon, mais donc nous voilà suspendus à la prochaine publication de notre ami Jean-Christophe. Et donc voilà, je vous encourage tous à vous précipiter. C'est un très joli livre et bravo d'avoir fait cet exercice et d'en avoir parlé. C'est parfois plus difficile d'en parler. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Christine.